Une nuit pluvieuse à l'aéroport, et deux hommes qui ne se doutent de rien sont sur le point de passer une très mauvaise journée. Une voiture de luxe passe en trombe, les arrosant d'un raz-de-marée d'eau de pluie sale. Furieux et trempés, ils se mettent à crier au conducteur de sortir de la voiture. La portière s'ouvre et une femme au regard glacial et au manteau rouge feu en sort. Elle leur lance un regard qui pourrait geler la pluie en plein vol. Soudain, leur colère s'évanouit, remplacée par une admiration bouche bée. Elle reste silencieuse, laissant la tension et la pluie flotter dans l'air. Les deux hommes, maintenant troublés, essaient de s'excuser, leur attitude de dur à cuire complètement disparue. Elle jette un regard au ciel, agacée, et se plaint du temps, les plongeant dans un silence stupéfait. Sans un mot de plus, elle se retourne et entre dans l'aéroport, les laissant fascinés. Au comptoir, elle demande 3 billets de première classe pour Séoul, mais l'agent a besoin des pièces d'identité de tout le groupe. Elle informe froidement l'agent qu'elle ne les a pas. Sa demande est simple et étrange. « Je veux 3 sièges pour moi toute seule. » Elle tire une bouffée calme et délibérée de sa vapoteuse, totalement imperturbable. Marchant à grands pas dans le terminal, sa seule pensée est d'échapper à ce pétrin pour de bon. Elle maudit l'île de Jeju, souhaitant qu'elle disparaisse de la surface de la Terre. Prochain arrêt, le contrôle de sécurité, le dernier obstacle à sa liberté. Mais alors qu'elle passe sous le portique, un garde l'arrête. Un capteur s'est déclenché. Elle baisse les yeux en sursautant, une prise de conscience soudaine et terrible l'envahissant. Le souvenir d'une amulette ornée d'un bleu éclatant lui traverse l'esprit. Une voix du passé l'avertit. « À moins que tu ne veuilles mourir, n'enlève jamais ça. » Dans le présent, elle serre frénétiquement un bracelet de perles à son poignet. Le bracelet se brise, ses perles protectrices se dispersant sur le sol. Elle essaie de faire croire à une simple erreur, mais le garde n'est pas dupe. Il précise que ce n'est pas le détecteur de métaux. C'est une substance nocive, et elle doit les accompagner. Elle est escortée dans le bureau stérile et inhospitalier du contrôle de sécurité. Un garde déverse sans cérémonie ses affaires coûteuses sur une table en métal froide. Agacée, elle croise les jambes et leur dit d'en finir au plus vite. Un garde sourit d'un air narquois, lui disant qu'une agente arrive pour une fouille corporelle complète. La porte grince en s'ouvrant, révélant une dispute animée entre deux agents. Un agent masculin n'arrête pas de harceler sa collègue pour obtenir un rendez-vous. L'agente, clairement exaspérée, menace de le signaler à leur supérieur. Le scanner se met en marche dans un vrombissement, ajoutant à l'atmosphère tendue. L'agente lui demande professionnellement d'enlever sa veste, tandis que l'agent masculin continue de la reluquer. Ignorant ses avances, elle lui dit qu'elle travaille, mais son attention est portée sur la femme en rouge. La femme obtempère, laissant sa veste rouge glisser de ses épaules. Alors que la veste tombe, une longue et profonde cicatrice est révélée sur le haut de son bras. L'expression du garde lubrique passe instantanément de sordide à complètement choquée. Sa voix baisse, devenue froide et autoritaire, alors qu'il lui dit d'écarter les bras. Il envahit son espace personnel, reniflant son épaule avec une intensité dérangeante. Ses yeux s'écarquillent, la terreur pure et sans mélange remplaçant son agacement blasé. Elle recule d'horreur, lui hurlant dessus alors que son sang-froid vole finalement en éclats. Sa collègue tente d'intervenir, lui demandant ce qui lui prend. D'un seul revers de main brutal, le garde envoie sa collègue voler à travers la pièce. L'autre garde ne peut que crier, serrant son bras maintenant inutile. Le bras de l'homme est tordu dans un angle contre nature, la confrontation tournant à la violence. La pièce sombre dans le chaos alors que le garde révèle sa nature monstrueuse, ses collègues étant neutralisés. Il fixe sa propre main, un filet de bave s'échappant de ses lèvres, marmonnant qu'il a touché le gros lot. Mordant ses propres doigts, un sourire fou et ensanglanté se dessine sur son visage. Ses yeux brillent d'un rouge démoniaque. Il sait exactement qui elle est. La femme est paralysée par un souvenir terrifiant qui refait surface. Elle est de retour dans une forêt sombre, sous une pleine lune, avec des cris résonnant dans la nuit. Elle se souvient de la créature qu'elle a affrontée, un monstre grotesque aux longues griffes acérées. Ce n'était pas un fantôme, et ce n'était certainement pas un gobelin. C'était un démon de la luxure ardente, une créature qui se nourrit des humains. Mais alors, une autre silhouette avait émergé de l'ombre. Un homme avec un sourire terrifiant et des yeux qui luisaient d'une lumière rouge. C'était Van, la véritable force derrière les meurtres en série qui tourmentaient l'île de Jeju. Avec une dague démoniaque et brillante, il était un homme plus monstrueux que les monstres eux-mêmes. Le démon mourant l'avait maudit, promettant que son espèce le traquerait. Van a exécuté un chant mystérieux, scellant le destin du démon avec des mots anciens. Elle se tenait à l'écart, seul témoin du carnage surnaturel. Van s'était alors tourné vers elle, ses paroles une promesse glaçante. « Tu mourras avant le lever du soleil ». Il a expliqué que sa présence l'avait marqué, faisant d'elle une cible pour chaque démon de l'île. Même s'il l'épargnait,
La forêt elle-même était désormais son ennemi. Il se tenait dos à elle, la dague brillante symbole de son pouvoir mortel. Elle a répliqué, soulignant que sa logique signifiait qu'il était aussi une cible. Avec un faible sourire désespéré, elle les a déclarés partenaires dans cette malédiction. Elle lui a fait une offre qu'il ne pouvait refuser, chasser les démons pour elle, pour 100 millions de won par tête. Il a accepté avec un sourire narquois et une condition terrifiante. Si tu romps le pacte, tu meurs. De retour dans le présent, la fenêtre de son hôtel vole en éclats sous une pluie torrentielle. Le verre explose vers l'intérieur, signalant un visiteur indésirable. Une silhouette sombre émerge de la fenêtre brisée. C'est Van. Il déclare nonchalamment n'avoir traité qu'une seule cible aujourd'hui. Elle lui hurle dessus, frustrée et terrifiée par leur arrangement. Il ignore son explosion de colère, sa demande simple et froide. L'argent. Elle désigne avec colère un sac de course rempli d'argent liquide. Il ne bouge pas, sa voix dégoulinant de mépris. « Apporte-le-moi !» Ses yeux trahissent sa peur et son impuissance totale. Vaincue, elle lui apporte le sac, les mains tremblantes. Il prend son paiement sans un mot de remerciement. Il l'avertit que d'autres démons sont en route, attirés par elle comme des limiers. Ses derniers mots sont un rappel glacial. « Tu es mon argent. » Elle rétorque sèchement, exigeant un peu de gratitude pour son rôle dans tout ça. Elle lui rappelle qu'il lui a déjà pris des milliards. Elle l'accuse d'être tout aussi monstrueux que les démons, ne voyant que des signes de dollars. Une force soudaine et invisible la percute, l'envoyant voler. L'écran de télévision derrière elle éclate dans une gerbe de verre. La pièce entière semble se déformer, alors qu'elle est projetée contre le mur par une puissance invisible. Un visage rouge horrifiant et sans peau se matérialise dans la pièce. La dague de Van Vromby flottant dans les airs, brillant d'une lumière rouge de colère. Il attrape la lame, prêt pour un autre combat. Son esprit se remémore sa tentative désespérée de s'échapper. Elle voulait fuir non seulement les monstres, mais aussi l'homme qui était censé être son protecteur. Eux deux, liés à jamais par un contrat de sang et d'argent. De retour à l'aéroport, le corps de l'agente s'affaisse avec un craquement écœurant. Le démon se lamente d'avoir perdu sa cible initiale, mais se vante d'avoir trouvé quelqu'un de bien mieux. La femme pousse un cri terrifié. Elle se prend la tête entre les mains, l'horreur de la situation s'abattant sur elle. Le démon s'arrête, sentant que quelque chose ne va pas. Le sol sous eux commence à se fissurer et à se fendre. La pièce tremble violemment, les déséquilibrant. Le mur derrière eux explose vers l'intérieur dans un nuage de poussière et de débris. La destruction est absolue, la pièce est mise en pièces. De la fumée et du chaos, une silhouette émerge, calme et imposante. Van se tient là, un sourire prédateur sur le visage, ses yeux brillants en rouge. « Je t'ai trouvé. » Le démon regarde, incrédule, son butin sur le point de lui être arraché. Van se déplace en un éclair, attrapant la femme par les cheveux. Il la tire brusquement derrière lui, se plaçant entre elle et le démon. Il la regarde de haut, demandant de savoir pourquoi elle est ici. Elle se débat, sa question confirmant sa pire crainte. Il l'a surprise en train de s'enfuir. Il se penche près d'elle, sa voix un grognement sourd promettant de la réduire en charpie. Son esprit s'emballe. La traquait-il depuis le début? Le démon rugit, revendiquant sa proie. « Elle est à moi !» Un éclair de lumière, et une lame transperce la poitrine du démon. Van se déplace plus vite que l'œil ne peut voir. En un instant, il est derrière le démon, son bras déjà plongé dans son dos. Le démon pousse un hurlement impie de douleur et de choc. La femme observe, réalisant la terrifiante vérité. Il ne la menaçait pas seulement. Il va vraiment la tuer si elle rompt leur pacte. Van se tient prêt, sa dague ensanglantée fermement tenue, son expression promettant la mort. Le démon, enragé et blessé, grogne contre lui. Il se jette en avant, ses griffes sorties, hurlant qu'il va le mettre en pièces. Van esquive l'attaque avec une grâce désinvolte, presque ennuyée. Il projette le démon tête la première contre les casiers en métal. Le démon titube en arrière, du sang coulant de ses yeux et de sa bouche. Van pousse la femme de côté, dégageant le passage pour le coup final. Elle halète, s'éloignant en trébuchant du combat brutal. Il dit froidement au démon qui se débat de « rester tranquille ». Ses yeux se plissent, se fixant sur sa cible avec une précision mortelle. Il déchaîne une série de coups d'une rapidité aveuglante, submergeant le démon. Saisissant sa chance, la femme commence à se faufiler vers la sortie. Les bruits de la bataille s'estompent alors qu'elle atteint la porte. Sa main se referme sur la poignée, son évasion à portée de main. Elle sort en trombe de la pièce, courant pour sa vie. Elle dévale les escaliers 4 à 4, n'osant pas regarder en arrière. Son visage est un masque de panique pure, alimenté par l'adrénaline. Sa seule pensée est de s'échapper de Jeju ou sinon. Un écran de télévision diffuse un reportage sur le meurtrier découpeur de Jeju. Elle y jette un œil, l'ironie de la situation ne lui échappant pas. Son esprit se remémore cette nuit dans les bois.
Van se tenait au-dessus d'un démon vaincu, sa vie ne tenant qu'à un fil. Il révèle qu'il connaît le lien du démon avec les récents meurtres. Il savait qu'il était responsable des 4 premières victimes. Mais ensuite, il pose une question sur une 5e, son sourire se transformant en une grimace. De retour dans le présent, sa fuite désespérée continue à travers le terminal de l'aéroport. « Je dois m'enfuir !» est la seule pensée qui martèle dans sa tête. Elle atteint enfin la porte d'embarquement, le salut en vue. Un agent l'arrête, lui demandant son billet pour la navette. Dans un moment de pur désespoir, elle retire une énorme bague ornée de bijoux de son doigt. Elle tend la bague inestimable à l'agent stupéfait et se précipite au-delà de la porte. Elle sprinte sur le tarmac humide, la navette étant son seul espoir. D'un dernier bond, elle réussit à monter dans le bus. Elle s'effondre à l'intérieur, trempée et à bout de souffle, croyant être enfin en sécurité. Ses yeux balaient sauvagement les alentours, son cœur battant toujours la chamade. Le bus est silencieux, avec seulement quelques autres passagers à bord. Le chauffeur passe une vitesse et les portes se ferment. Alors que le bus s'éloigne, elle s'autorise un moment de soulagement. C'est fini. Elle imagine sa vie de retour à Séoul, libre de lui, libre de l'île. Son rêve est brisé lorsque le flanc du bus explose vers l'intérieur. Elle lève les bras pour se protéger du métal et du verre projeté. À travers le trou béant, elle voit un spectacle qui lui glace le sang. Le démon de la salle de sécurité est dans le bus, se jetant sur un passager qui ne se doute de rien. L'attaque est rapide et brutale, le passager n'ayant pas le temps de réagir. L'emprise du démon est inéluctable. Le chaos éclate alors que le démon déchire les autres passagers. Un par un, les voyageurs innocents tombent. Le cri d'une femme est brusquement interrompu. Le démon continue son carnage, laissant la dévastation dans son sillage. Elle ne peut que regarder, figée d'horreur. Le bus est maintenant une tombe, le sol jonché des défunts. Le démon pousse un rugissement guttural, son travail presque terminé. Elle retrouve enfin sa voix et pousse un cri perçant. Recroquevillée, elle ferme les yeux attendant la fin. Mais quelque chose change. Une lueur de défi revient dans ses yeux. Le démon fracasse la vitre, essayant de l'atteindre, mais quelque chose ne va pas. Il rugit de frustration, la cherchant mais semblant incapable de la voir. Elle se plaque contre le siège, confuse. Pourquoi ne peut-il pas me trouver? Que fait-il? Elle se demande si l'attaque de Van a en quelque sorte aveuglé la créature. Mais cela n'a aucun sens. Il a vu les autres. Pourquoi ne cherche-t-il qu'elle? Son regard se pose sur quelque chose par terre, et tout s'éclaire. C'est une petite statue de pierre, un Dol Harubang, un souvenir laissé par un passager. Un gros plan sur le gardien de pierre souriant. Un souvenir fulgurant. Van lui en avait donné un exactement pareil. Ses paroles résonnent dans son esprit. Les Dol Harubang de cette île sont des pierres de protection. Si tu ne veux pas te faire dévorer, ne l'oublie pas. Elle arrache la statue du sol. Le démon la localise enfin et pousse un rugissement triomphant. Il se jette sur elle, mais elle plonge, attrapant la statue en tombant. De toutes ses forces, elle balance la lourde silhouette de pierre. La pierre de protection percute la tête du démon, libérant un éclair d'énergie aveuglant. Le démon est englouti par l'électricité, son corps convulsant d'agonie. Elle regarde, stupéfaite par le pouvoir qu'elle vient de déchaîner. Mais son soulagement est de courte durée alors qu'un camion-citerne fonce vers le bus. Le démon, bien que blessé, se relève, ses yeux fixés sur elle. Elle serre les dents, prête à se battre, mais elle n'a plus le temps. Le camion-citerne percute le bus dans un fracas assourdissant. L'impact la projette hors de l'épave. Elle tourbillonne dans les airs, impuissante. Le camion-citerne et le bus entrent en collision dans une explosion cataclysmique. Une boule de feu éclate, illuminant le ciel nocturne. Le bus est déchiqueté, une épave de métal tordue. Elle heurte durement le tarmac, hurlant alors que les flammes font rage autour d'elle. Elle lutte pour respirer, entourée par l'enfer. L'épave en feu dégage une fumée noire dans le ciel pluvieux. Un pas éclabousse une flaque d'eau juste derrière elle. Elle se retourne, son visage un mélange d'épuisement et de défi. Van se dresse en silhouette contre le feu, totalement indemne. Sa voix traverse le rugissement des flammes, lui rappelant leur pacte. Elle le regarde, piégée entre un monstre et un homme qui pourrait être pire. Il brandit sa dague, sa promesse flottant dans l'air. « Je vais te réduire en morceaux. » Ses yeux s'écarquillent, non pas à cause de sa menace, mais à cause de quelque chose derrière lui. « Johan !» crie-t-elle, une lueur d'espoir dans sa voix. Van se retourne avec un léger sourire entendu. Elle saisit l'occasion et sprinte devant lui, courant une fois de plus pour sa vie. Il la regarde partir, son expression indéchiffrable sur fond de feu. Elle se tient le côté, à bout de souffle, chaque muscle hurlant de douleur. Elle sait qu'elle doit continuer à courir. Se faire attraper signifie la mort. Van commence à marcher derrière elle, son rythme lent et délibéré. Une sirène hurle au loin et elle sursaille, pensant à d'autres ennuis. Une ambulance fonce sur la route, ses gyrophares clignotants.
L'espoir l'envahit. Peut-être est-ce sa porte de sortie. Les portes arrière s'ouvrent brusquement et un ambulancier l'appelle. Elle se précipite à l'intérieur, suppliant frénétiquement de l'aide. Les portes claquent, l'enfermant à l'intérieur. L'ambulance s'éloigne à toute vitesse, laissant Van seul sur le tarmac. Il la regarde disparaître sous la pluie, ses yeux froids et calculateurs. À l'intérieur, elle s'autorise enfin à respirer, se croyant en sécurité. Elle remercie les ambulanciers, sa voix tremblante de soulagement. Mais alors que ses yeux s'adaptent à la faible lumière, son soulagement se transforme en une terreur glaciale. Les deux hommes en uniforme d'ambulancier sont tout sauf des sauveurs. « Êtes-vous vraiment des ambulanciers ?» demande-t-elle, alors que l'un d'eux révèle un visage monstrueux et balafré. Ce ne sont pas des ambulanciers. Ce sont d'autres démons de la luxure ardente. L'un se penche, ses yeux rouges brûlant de faim. Elle réalise avec désespoir que toute cette île est un terrain de chasse. Les deux démons se jettent sur elle dans l'espace confiné. Le chauffeur, un autre démon, crie depuis l'avant « Hé, gardez-moi un peu !» Soudain, le chauffeur pile sur les freins, les yeux écarquillés de choc. Debout au milieu de la route, leur barrant le passage, se trouve Van. Il forme un signe de la main, canalisant une énergie ancienne et puissante. D'un dernier mot, Swaha, il frappe l'ambulance. L'impact la projette contre l'arrière du véhicule. L'ambulance entière est soulevée du sol. Elle fait un tonneau dans les airs, s'écrasant sur son toit. À l'intérieur de l'épave, l'un des démons peine à bouger, grièvement blessé. Son œil brille de rage pure et d'incrédulité. Van est déjà à l'intérieur, se déplaçant à travers le métal tordu comme un fantôme. Il plonge sa main directement à travers la poitrine du démon. Mais une main pâle et griffue attrape sa veste par derrière. Le second démon attaque, hurlant de fureur pour ce qu'il a fait à son semblable. Van lève simplement son autre main, prononçant un seul mot puissant, « Amoga ». Sa paume commence à briller d'une lumière dorée et écrasante. La lumière jaillit, consumant le démon dans une explosion aveuglante. Le dernier cri du démon se perd dans le souffle du feu sacré. L'ambulance éclate dans une énorme explosion de feu. Le véhicule entier est projeté dans les airs en tournoyant, enveloppé de flammes. À l'intérieur, elle est violemment projetée au milieu du métal tordu et de l'équipement brisé. Van reste complètement imperturbable alors que l'épave en feu s'écrase au sol derrière lui. Il chante calmement un autre mot ancien, une seule larme traçant un chemin sur la crasse de son visage. Son pouvoir stoppe l'ambulance en plein vol, défiant la gravité elle-même. Elle reste suspendue un instant, monument à son terrifiant pouvoir. Puis elle s'écrase sur le tarmac humide avec un bruit sourd à vous briser les os. L'épave explose une seconde fois, engloutissant les démons dans un feu final et purificateur. Van se dresse en silhouette contre l'enfer, l'image même de la destruction calme. La scène est un terrain vague de feu, de fumée et de métal tordu. Le dernier démon jaillit de l'épave, rugissant de défis furieux. Rampant hors de l'accident, la femme ne peut que crier face à ce cauchemar sans fin. La main de Van se crispe, sa dague brillante se matérialisant de nulle part. Il lance la lame comme une balle cramoisie visant sa dernière cible. La dague file sur le tarmac, un rayon de lumière mortelle. Elle atteint sa cible, mettant fin à la fuite du démon pour de bon. La lame revient en volant, retournant à la main de son maître qui l'attend. Il l'attrape sans regarder, son attention froide entièrement tournée vers elle. Une dernière éclaboussure d'eau signale la fin du dernier démon. Elle gît parmi les débris, complètement épuisée et vaincue. Dans ses yeux, le reflet de son sauveur qui approche brille d'une lueur menaçante. Il la domine de sa haute taille, une silhouette sombre et imposante contre le ciel orageux. « Si tu comptes me tuer, tue-moi maintenant !» le défie-t-elle, refusant de supplier pour sa vie. Il ignore son défi, l'esprit aux affaires. « Je reviendrai demain pour l'argent. » Ses yeux s'écarquillent d'incrédulité. Après tout ça, il ne parle encore que d'argent? Il sourit narquoisement, précisant que le travail d'aujourd'hui compense les 3 démons qu'il a manqués hier. Elle se relève en se débattant, criant « Attends, tu ne venais pas pour me tuer ?» Il se retourne, son expression purement agacée. « Je ne faisais que les pourchasser. » Elle en a assez, déversant un torrent de rage frustré sur lui. Il se contente de la fixer, son regard froid complètement imperturbable. Sa chemise est ouverte, révélant un aperçu de son physique anormalement parfait. Il change de sujet, sa voix sèche. « Où est ton collier ?» Il explique que le collier dissimulait son énergie et que son absence est la raison pour laquelle les démons l'ont trouvé. Sa colère s'enflamme à nouveau. « Alors c'est maintenant que tu me le dis ?» Elle se tient tremblante sous la pluie, complètement dépassée par les événements de la nuit. Il se détourne simplement, marmonnant que tout ça est un vrai gâchis. Elle est laissée seule sur le tarmac, se demandant combien de personnes sont mortes aujourd'hui à cause de cette stupide île. Il commence une leçon parlant de Pratitya Samutpada. Elle n'a aucune idée de ce dont il parle. « C'est un enseignement bouddhiste, explique-t-il. La causalité et l'effet sont innés en tout. » Il lui dit de ne pas le blâmer.
Tout ceci est de sa propre faute. Tant que tu n'échapperas pas au cycle du karma, dit-il en s'éloignant dans la tempête. Tu n'échapperas jamais à cet endroit. Quelque temps plus tard, une voiture de luxe s'arrête devant un manoir moderne et opulent. La femme, ses vêtements en lambeaux, marche péniblement vers le portail. Elle essaie de se faufiler, mais est immédiatement repérée par son majordome. À l'intérieur, un jeune homme essaie d'apprendre au majordome âgé à jouer à un jeu vidéo. Le jeune homme, Johan, la salue avec un sourire joyeux. « Oh, Miho, tu es là !» Le majordome souhaite formellement la bienvenue à Lady Miho. Ils sont tous deux choqués par son apparence débraillée, mais elle passe devant eux sans un mot. Johan demande si elle était blessée, son inquiétude sincère et préoccupée. Elle dit juste qu'elle était sortie et se dirige vers les escaliers, trop fatiguée pour expliquer. Johan la regarde partir, un profond froncement de sourcils soucieux sur son visage. Miho s'effondre sur son lit, la tête la première, complètement épuisée. Sur sa table de chevet se trouve le collier de perles protecteur qu'elle a perdu à l'aéroport. Elle ferme les yeux, murmurant que la journée a été bien trop longue. Mais ses yeux se rouvrent brusquement, son repos perturbé par une pensée lancinante. Un reportage d'actualité passe à la télévision. Meurtrier en série, aucune piste. Elle s'assoit, son expression se durcissant avec une sombre détermination. D'un clic, elle allume son ordinateur portable. Elle doit vérifier quelque chose, ses doigts volant sur le clavier avec détermination. Son visage est un masque de concentration alors qu'elle cherche pourquoi cet homme tue des gens. L'histoire revient à une époque plus ensoleillée et paisible sur l'île de Jeju. Une jeune écolière s'arrête dans une rue calme et baignée de soleil. Un chat noir amical ronronne, se frottant contre sa jambe. Elle s'accroupit pour caresser l'animal affectueux, un petit sourire aux lèvres. Mais en regardant sa main, elle voit que quelque chose ne va pas du tout. Ses doigts sont inexplicablement éclaboussés de sang frais. Le chat semble soudain méfiant, ses yeux jaunes brillants alors qu'il se détourne d'elle. Il la conduit dans un champ de hautes fleurs de colza jaune. Elle le suit, scrutant le champ dense et magnifique. Ses yeux s'écarquillent en regardant à travers les fleurs, repérant quelque chose d'anormal. Elle voit quelque chose qui lui glace le sang. Une femme aux cheveux d'un blanc éclatant gît dans une mare de sang, entourée de pétales jaunes. L'écolière pousse un cri d'horreur à la découverte macabre. La scène se déplace vers le bâtiment animé du Service national de médecine légale. À l'intérieur de la cafétéria, des scientifiques et des médecins murmurent entre eux pendant le déjeuner. Un homme se plaint du choix de menu morbidement insensible. Il n'arrive pas à croire qu'il serve du steak juste après qu'il a effectué une autopsie difficile. Son collègue lui rappelle que c'est au moins mieux que cette fois-là. L'homme frissonne, se remémorant une affaire si macabre que personne dans l'équipe n'a pu manger de viande pendant une semaine. Son téléphone sonne soudainement, interrompant la conversation sinistre. Il répond, son expression agacée. « Pouvez-vous me donner les résultats de l'autopsie ?» À l'autre bout du fil se trouve une femme aux longs cheveux bleus saisissants. Il lui demande ce qu'elle veut savoir sur l'incident de Jeju. Elle demande froidement pourquoi l'affaire est classée alors que l'auteur n'a pas été attrapé. Il est troublé, se demandant pourquoi elle pose des questions sur une affaire hautement confidentielle. Il lui dit rapidement qu'il la rappellera plus tard et raccroche brusquement. La femme tire une longue et lente bouffée de sa vapoteuse, totalement imperturbable. Elle exhale un nuage de vapeur, debout sur le balcon d'une école. Un homme plus âgé, le directeur adjoint, se précipite vers elle, réprimandant Mademoiselle Won Mi-ho de fumer sur le terrain de l'école. Il poursuit sa tirade, lui demandant pourquoi elle est dans le couloir au lieu de faire court. Alors qu'il lui fait la morale sur son comportement non professionnel, son téléphone sonne de nouveau. Elle répond, ignorant complètement sa rage bredouillante. Il est furieux qu'elle prenne un appel pendant qu'il lui parle. Il se lance dans une tirade sexiste sur les problèmes avec les enseignantes. Elle finit par craquer, lui disant d'arrêter de crier parce qu'elle n'est pas sourde. Elle lui dit que s'il a un problème avec elle, il peut se sentir libre de la renvoyer. Il est décontenancé, marmonnant que c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas avoir d'enseignants masculins. Elle précise qu'elle ne parlait pas à lui, mais à la personne au téléphone. Le directeur adjoint s'éloigne en tapant du pied, grommelant à propos de ses relations avec le puissant groupe des Han. Au téléphone, elle offre à l'homme un hôpital entier s'il veut bien lui donner les réponses dont elle a besoin. Il cède, expliquant qu'il y a des avis médicaux sur l'affaire qui ne peuvent être expliqués logiquement. Il détaille comment les corps sont normalement démembrés, ce qui laisse toujours des dommages importants sur les surfaces de coupe. Mais dans ce cas, les surfaces de coupe sont incroyablement nettes, avec une seule couche de dommages. Il révèle la vérité glaçante. Une victime a été coupée en 19 morceaux presque au même moment. Il en est encore lui-même choqué. Quoi ? D'un seul coup et coupé en 19 morceaux. Il ajoute un autre détail impossible. Les tendons d'Achille des victimes montrent qu'elles se tenaient droites quand c'est arrivé.
Ses yeux se plissent alors qu'elle analyse la conclusion horrifiante et inhumaine. « Et si c'était possible ?» demande-t-elle, défiant son incrédulité scientifique. Elle insiste, sa voix basse. « Et s'il existait une force humaine, qui le pouvait ?» Il reste silencieux un moment, tapotant son bureau en contemplant l'impossible. Elle expose la physique. Cela nécessiterait une arme de 20 kA se déplaçant à 300 km/h. Une seule perle de sueur coule sur son visage. Vous plaisantez ? Cette nuit-là, sous une pleine lune éclatante, Mio est assise dans son vaste manoir moderne, les lumières tamisées. Elle regarde un reportage de fin de soirée dans une émission appelée « Dossier criminel 24 ». Le reportage porte sur les meurtres par démembrement de Jeju, qui compte maintenant une 5e victime. Un collègue de la victime donne une interview en larmes et pixelisée. Le mari de la victime pleure à l'écran, se demandant ce qu'il va dire à leur enfant. L'expression de Miho est résolue. Il n'y a aucun doute, c'est lui. Elle fixe l'écran, demandant à la pièce vide « Pourquoi ? Pourquoi les a-t-il tués ?» Une brise soudaine agite les rideaux derrière elle. Elle se retourne, sentant une présence indésirable dans la pièce. Van se tient près de la fenêtre ouverte, une silhouette sombre aux yeux rouges brillants. Son regard est intense, prédateur et troublant. Elle balbutie, lui demandant de la prévenir au moins avant d'entrer. Il sourit narquoisement, son but brutalement simple. Paix, pour ceux que j'ai eus à l'aéroport. Ses yeux se tournent vers la télévision, où un visage familier est interviewé anonymement. Elle laisse tomber 2 lourdes mallettes pleines d'argent sur le sol. « Tiens, dit-elle, c'était un montant un peu juste, alors je l'ai mis dans 2 valises. » Il prend l'argent et se retourne pour partir sans un mot de plus. Le reportage continue en arrière-plan, attirant son attention. Elle lui pose nerveusement une question sur le jour de leur première rencontre. Il s'arrête, dos à elle, écoutant avec un intérêt soudain. La télévision montre maintenant une interview avec le journaliste anonyme qui a trouvé la 2e victime. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demande-t-il, sa voix dangereusement basse et curieuse. Elle panique, réalisant que la télévision montre sa propre interview d'il y a des années. Elle essaie de faire comme si de rien n'était, cherchant frénétiquement la télécommande. Il l'ignore, les yeux fixés sur le nom du lieu affiché à l'écran. Le lieu est Bonghaidong, ville de Jeju. « Excusez-moi » demande-t-elle, essayant désespérément de le distraire. « J'ai demandé, qu'est-ce qui est écrit là ?» répète-t-il, sa voix empreinte de menace. Elle le regarde, une prise de conscience horrifiante et progressive se dessinant sur son visage. Une rougeur de honte et de peur lui monte au cou, alors qu'elle comprend sa question. « Est-ce que vous ne savez pas lire ?» murmure-t-elle, sa voix tremblante. Ses yeux s'embrasent d'une lumière violette menaçante. « Réponds-moi avant que je te découpe en morceaux. » Terrifiée, elle lit le lieu à voix haute. Bonghaidong, ville de Jeju. Une seule perle de sueur coule sur son visage alors qu'elle réalise son erreur catastrophique. Il répète le nom, un lent sourire prédateur se dessinant sur son visage. Il se tourne vers elle, répétant le nom du témoin du reportage. Mademoiselle Zhang, ses yeux brillant d'une lumière rouge démoniaque alors que tout s'éclaire pour lui. Ses propres yeux s'écarquillent de terreur pure et sans mélange. L'écran de télévision reflète son moi plus jeune, le témoin anonyme. « Qu'ai-je fait ?» pense-t-elle, son esprit chancelant sous le poids de sa gaffe. Le nom résonne dans la pièce, scellant le destin du témoin. Bonghaidong, ville de Jeju, Mademoiselle Zhang. Ses yeux s'ouvrent brusquement dans une salle de classe vivement éclairée. Elle se réveille en sursaut avec un hoquet, le corps tremblant. Tout n'était qu'un rêve. Elle est une enseignante, entourée de jeunes enfants innocents. Un petit garçon lui demande si elle va bien, si elle a fait un cauchemar. Elle force un faible sourire, s'excusant auprès des enfants de s'être encore endormie. Elle demande au garçon s'il y a un problème qu'elle peut résoudre, sa voix encore tremblante. Il regarde par-delà elle vers la porte de la classe, son expression curieuse. « Mais il y a une visiteuse, dit-il, désignant une femme qui l'attend. C'est Miho, à l'allure incroyablement cool et dangereuse, flanquée de son majordome âgé. « Vous êtes bien, mademoiselle Jang Hye-yeon » demande Miho, retirant ses lunettes de soleil et se présentant. Dehors, l'école est entourée d'hommes en costume noir et de voitures de luxe. Mademoiselle Jang est déconcertée. « Le groupe Dayan ? Pourquoi une si grande entreprise me protège-t-elle » Miho coupe la parole à son majordome, décidant d'expliquer toute la situation elle-même. Le majordome et mademoiselle Jang sont tous deux stupéfaits et réduits au silence. Miho va droit au but. « Vous avez été témoin des meurtres en série par démembrement de Jeju quand vous étiez au lycée, n'est-ce pas ?» Elle dit à mademoiselle Jang de ne pas mentir. Elle a déjà fait ses recherches et payé la chaîne de télévision. Mademoiselle Jang se souvient de la scène macabre de ses années de lycée, le souvenir encore vif. « Je ne sais pas pourquoi vous avez montré votre visage à la télévision, » dit Miho, son ton sec et critique.
Un flashback montre Mademoiselle Jong donnant l'interview anonyme qui a tout déclenché. Un sourire démoniaque traverse l'écran, le visage du tueur dont elle a été témoin. Un tueur en série va essayer de vous tuer, déclare Mio sans embâge, sans y mettre les formes. Le visage de Mademoiselle Jong pâlit de choc et de peur absolue. Elle essaie de soutenir que son identité était cachée, mais Miho se moque, la traitant de stupide. « Alors je vais vous protéger », déclare Mio tirant une bouffée de sa vapoteuse. Elle offre la meilleure équipe de sécurité, une surveillance 24h24, le tout entièrement gratuit. Les enfants jettent un œil derrière la porte, écoutant la conversation étrange et terrifiante. Cette nuit-là, la lune est haute et pleine dans le ciel. Le majordome appelle Miho qui essaie de dormir. Elle s'agite, clairement agacée par l'interruption nocturne. « Qu'est-ce que c'est ?» s'emporte-t-elle, jetant son oreiller contre la porte avec frustration. Elle se plaint qu'elle vient de prendre ses somnifères et qu'elle était sur le point de s'endormir. Le majordome l'informe en s'excusant que Mademoiselle Jong appelle de manière répétée et frénétique. Miho est exaspérée, se demandant pourquoi c'est un problème puisqu'ils avaient déjà soudoyé la police. Le majordome explique que bien que les médias soient gérés, la jeune femme est très émotive et ils l'ont à peine empêchée de venir. « Alors vous voulez que j'y aille à cette heure-ci » grogne-t-elle, ne voulant pas sortir. Elle se souvient de la raison pour laquelle elle déteste sortir la nuit, ces maudits démons de la luxure ardente. Le majordome l'avertit que si le problème s'aggrave, son père puissant pourrait en entendre parler. Elle ricane amèrement, se demandant si cet homme, son père, se soucie même d'elle. Un souvenir de son père, un homme sévère regardant Jeju, lui traverse l'esprit. Elle cède et s'enquiert de la situation actuelle de la sécurité. Elle se demande quand son ami Johan revient des États-Unis. Le majordome l'informe qu'il a été retardé par un autre exorcisme pendant un demi-mois. Elle déplore que la présence de Johan rendrait les sorties nocturnes tellement plus faciles. Elle décroche enfin le téléphone, disant à Mademoiselle Jong de faire partir son équipe de sécurité sur le champ. « Calmez-vous, j'arrive », dit-elle, essayant de calmer l'enseignante frénétique. À l'autre bout, Mademoiselle Jong perd la tête, hurlant que sa vie est en train d'être ruinée. Elle ne peut pas rencontrer de gens, elle ne peut pas voir ses élèves, tout ça à cause des gardes envahissants de Miho. Miho la coupe, proposant de payer toutes ses pertes financières. Elle propose même de construire une toute nouvelle école maternelle pour Mademoiselle Jong, avec tout le personnel nécessaire. Mademoiselle Jong crie que ce n'est pas une question d'argent. Le stress l'oblige à reprendre des somnifères. Mio s'habille, lui disant qu'elle sera bientôt là pour discuter d'une compensation pour le préjudice psychologique. Mademoiselle Jong crie soudain le nom de Miho et la ligne se coupe brusquement. Ses yeux s'écarquillent d'alarme face à ce silence soudain et terrifiant. Elle se tient près de la porte de son garage, un sentiment de pressentiment l'envahissant. Miho lui dit qu'elle ne devrait pas crier, elle devrait supplier pour être sauvée. Elle se précipite vers sa voiture, essayant toujours de parler à l'enseignante au téléphone. Mademoiselle Jong murmure qu'elle entend des bruits bizarres en bas. « Non !» crie Mademoiselle Jong, grimpant en se débattant les escaliers sombres et couverts de vignes. « Sortez ! Maintenant !» hurle Miho désespérément dans le téléphone. Mais Mademoiselle Jong refuse, se tenant avec défi en haut de ces escaliers où une silhouette sombre l'attend. L'œil de la silhouette brille d'une seule lumière rouge et menaçante. Miho entend un cri à glacer le sang de l'autre bout de la ligne. « Mademoiselle Haeyeon !» s'écrie-t-elle, mais il n'y a pas de réponse. Elle crie à son majordome de faire entrer la sécurité dans la maison immédiatement, maintenant. Le majordome se dépêche de suivre ses ordres paniqués. Mio continue de crier dans le téléphone silencieux, sa voix remplie de désespoir. Elle frappe du poing contre sa voiture dans une frustration impuissante. « Mademoiselle Jong Hye-yeon, s'il vous plaît, » murmure-t-elle, sa voix se brisant de peur. Dans la maison sombre, Mademoiselle Jong se cache sous une table, saignant et terrifiée. Elle supplie de l'aide, son corps tremblant de manière incontrôlable, alors que les larmes coulent sur son visage. Des bruits de pas s'approchent, lents, réguliers et délibérés, la traquant. Miho fonce dans la nuit, exigeant une description de l'homme. « Dites-moi à quoi il ressemble! Qu'est-ce qu'il porte ?» crie-t-elle, les jointures blanches sur le volant. Les chaussures de ville noire et polies de l'homme apparaissent, tachées de sang. Des chaussures de ville noire et un costume noir, balbutie Mademoiselle Jong au téléphone. Ses yeux s'écarquillent de reconnaissance horrifiée. C'est... La ligne se coupe avec un dernier cri perçant qui résonne dans l'obscurité. Plus tard, les équipes de la police scientifique emportent un corps recouvert d'un drap de la maison alors que les appareils photos crépitent. Le drap blanc recouvre la victime, Mademoiselle Jong. Un journaliste annonce la 6e victime des tristement célèbres meurtres par démembrement de Jeju. Miho regarde le reportage depuis le sol de sa chambre, son visage complètement vide et sans émotion.
Un cendrier déborde de mégots à côté d'elle, témoignage de son stress. Elle est assise dans le noir, fumant cigarette sur cigarette, hantée par les événements de la nuit. Elle se souvient avoir posé une question cruciale à Van. Le souvenir est celui d'elle et Van debout dans sa chambre, l'air lourd de tension. « Ouais, si je ne t'avais pas proposé le marché, qu'allais-tu me faire ?» avait-elle demandé. Sa réponse était simple, brutale et d'une honnêteté glaçante. « Évidemment, je t'aurais découpé en morceaux. » De retour dans le présent, le majordome apporte un somptueux petit déjeuner dans sa chambre. Il rapporte que Miho est toujours dans sa chambre, immobile, regardant le même reportage en boucle. Il est au téléphone, expliquant que son échec à protéger Mademoiselle Zhang lui pèse lourdement sur le cœur. Le soleil se couche par la fenêtre, peignant le ciel de nuances sombres d'orange et de rouge. « Ce dont elle a besoin maintenant, » dit le majordome avec conviction, « c'est du père Johan. » La scène se déplace à l'autre bout du monde, dans une église de Manhattan, à New York. Un prêtre se tient dans un cimetière calme et solitaire à l'extérieur de la grande église. C'est Johan, regardant son téléphone avec une expression profondément préoccupée. Il se sourit tristement, pensant « Que ferait Miho sans moi ?» Une nonne court vers lui, sa voix remplie d'excitation, criant « Mon père !»« Il s'est réveillé ! Le père Théophilus s'est enfin réveillé !» s'écrie-t-elle, son visage une image de pur soulagement. Une croix inversée est suspendue, enroulée dans du fil de fer barbelé, un sombre présage contre un ciel lumineux. Une statue de la Vierge Marie pleure des larmes de sang, alors que des plumes noires descendent en flottant. Johan se tient dans l'embrasure d'une porte, flanqué de nonnes en prière, tandis que deux prêtres gisent inconscients à ses pieds. Dans une pièce austère, le père Théophilus est assis sur un lit, lisant un livre alors que des corbeaux se rassemblent autour de lui. Le visage de Johan est un masque de calme détermination, sa boucle d'oreille un seul point de couleur. Le prêtre plus âgé, Théophilus, lève les yeux, sa voix un râle grave. « Oh, tu es là !» Une nonne inquiète murmure à Johan, se lamentant des épreuves que Théophilus a endurées. Johan se retourne, donnant instruction à sœur Angela d'escorter les blessés à l'extérieur et d'attendre. Il rassure la nonne hésitante d'un regard confiant. Bah, tout ira bien. Johan fait un pas en avant, une traînée de ce qui ressemble à du sel marquant son chemin. Il entre dans la pièce, faisant maintenant face au prêtre enveloppé de corbeaux. Johan se penche avec un sourire amical, demandant « Comment vous sentez-vous, mon père ?» Théophilus lève les yeux, une expression sereine sur son visage. « Très bien. » Johan tend la main vers la Bible, mais Théophilus semble hébété, disant qu'il a la tête qui tourne. Avec une douce correction, Johan souligne « Vous tenez votre Bible à l'envers. » Johan prend le livre, son expression changeant alors qu'il regarde le prêtre plus âgé. Les yeux de Théophilus s'aiguisent. « Je me souviens de cette fille. » Sa voix baisse, remplie d'accusations. « La fille que tu as tuée. » Un seul nom flotte dans l'air, rempli de douleur et de regret. Anna. Les yeux de Johan s'illuminent d'un souvenir douloureux, alors qu'il commence à le corriger. L'histoire revient 10 ans en arrière, à une nuit enneigée à New York. Une silhouette solitaire marche vers une grande église gothique sous la neige qui tombe. C'est un jeune père Stigard, son expression sombre et déterminée. À l'intérieur de l'église vide, le père Théophilus attend, tenant un candélabre. « Tu es en avance. » Théophilus note qu'il ne s'attendait pas à voir Stigard avant la prière du matin. Stigard admet qu'il n'a pas pu dormir, mais son attention est portée sur une affaire plus urgente. Théophilus s'approche de l'autel, ses pensées se tournant vers la jeune fille. Anna. Il énumère ses symptômes, maux de tête, perte de mémoire, des choses qu'aucun hôpital ne pouvait expliquer. Et le plus accablant de tout, une haine insensée et violente pour tout ce qui est sacré. Soudain, un autre prêtre fait irruption, criant qu'Anna a une autre crise. Le prêtre est frénétique, son visage griffé et ensanglanté. « Je ne peux plus l'arrêter !» Un cri perçant résonne d'une fenêtre supérieure de l'église. Un groupe d'enfants en vêtements simples se blottit dans un couloir sombre, attiré par le bruit. Ils regardent avec terreur, un jeune Johan parmi eux, tenant un oreiller. Leurs visages sont un mélange de peur et de curiosité morbide. Dans une pièce, des nonnes et un prêtre luttent pour maintenir une Anna qui se débat. La jeune fille, possédée, vomit des injures ignobles, sa voix inhumaine. Avec un craquement écœurant, elle se libère de ses liens. Elle se jette en avant, plantant ses dents dans l'épaule d'une nonne. La jeune fille possédée envoie la nonne voler avec une force impossible. Ses dents sont découvertes dans un grognement féroce, un morceau de tissu pris entre elles. Elle bondit dans les airs, traversant une porte en bois avec un impact énorme. La porte explose en éclats, inondant le couloir. La force de l'impact envoie des débris volés vers les enfants terrifiés. Les enfants ne peuvent que regarder avec des yeux écarquillés d'horreur la destruction. De la poussière et de la fumée, une forme sombre aux yeux rouges brillants émerge. Une main ensanglantée sort du nuage de débris.
La main s'écrase sur le sol, tirant le reste du corps vers l'avant. Lana possédée rampe hors des décombres, ses cheveux masquant son visage. Son œil démoniaque et rouge brille à travers les mèches de ses cheveux avec un grognement sourd. Elle lève les yeux, un sourire tordu sur son visage. « Qui es-tu? Tu as l'air si mignon. » La créature nargue le jeune Yohan terrifié, qui reste figé par la peur. Alors que les autres enfants fuient terrorisés, le corps de la créature gît tordu sur le sol. Yohan murmure son nom, sa voix tremblant de peur et d'incrédulité. La créature rampe vers lui à une vitesse contre nature. Elle flotte dans les airs devant lui, un spectacle impie contre les fenêtres vivement éclairées. Elle se jette sur lui, sa main tendue pour l'attraper. Mais Yohan ne bouge pas, une seule larme coulant sur sa joue. Il l'appelle. « Anna, c'est moi, Yohan. Tu ne te souviens pas ?» L'œil démoniaque de la créature le fixe, vide de toute reconnaissance. Un souvenir fulgurant d'une jeune Anna et d'un jeune Yohan debout devant un tableau d'un ange. Anna lui dit que Dieu a dit qu'il allait devenir un ange. Le jeune Yohan a l'air confus, ne comprenant pas. Elle lui dit qu'un jour, ce sera lui qui les protégera tous. Elle sourit, lui disant de ne pas être triste d'être orphelin. « Nous sommes tous des enfants de Dieu, » dit-elle, prenant sa petite main dans la sienne. Le jeune Yohan la regarde, un faible sourire confiant sur son visage. Elle lui dit qu'elle a même trouvé un nom pour lui. Les deux prêtres, Stigar et Théophilus, se précipitent dans le couloir. Stigar s'arrête, les yeux écarquillés en entendant le démon parler. Lana possédée murmure le nom de Yohan encore et encore. Les prêtres regardent avec horreur depuis l'embrasure de la porte. La créature enroule ses bras autour du garçon en pleurs, sa voix un murmure écœurant. Elle essaie de le corrompre, lui chuchotant des paroles tordues en le tenant serré. La scène se déplace dans une pièce éclairée uniquement par des dizaines de grosses bougies. De l'eau bénite, une Bible et un encensoir sont prêts pour le rituel. Anna est maintenant attachée à un lit, avec un troisième prêtre, Lodewijk, debout au-dessus d'elle. La pièce vrombit d'une énergie sombre et oppressante. Lodewijk place un chapelet sur ses yeux, déclarant qu'il s'agit d'une possession profonde. Il note que le démon a déjà commencé à déformer son corps. Il décide de commencer avec le chapelet, mais prévient qu'elle est jeune et pourrait mourir. Théophilus déclare sombrement qu'il ne craigne pas la mort. Anna doit être sauvée. Un jeune Yohan apparaît dans l'embrasure de la porte, conduit par le père Stigar. Stigar explique que les hôpitaux ont baissé les bras et que leur cathédrale n'a pas d'exorciste. Il insiste sur le fait que seul le père Lodewijk peut sauver l'âme d'Anna. Lodewijk sourit narquoisement, une lueur de quelque chose de sinistre dans ses yeux. Il nargue Stigar, lui rappelant que l'ordre des Jésuites lui a interdit de pratiquer des exorcismes. Stigar sursaille, l'accusation faisant mouche. Lodewijk feinte la surprise que Stigar ait fait appel à lui. Il évoque l'incident de Détroit, accusant Stigar d'avoir été influencé par le diable. « À cause de vous, » ricane-t-il. Un jeune agneau de Dieu est tombé dans les profondeurs de l'enfer. Stigar rugit de colère, accusant Lodewijk de parler avec la langue du diable. Lana possédée se met à caqueter, sa voix résonnant dans la pièce tendue. Yohan observe, son visage un masque de peur et d'inquiétude. Le démon à l'intérieur d'Anna se délecte du conflit entre les prêtres. Il regarde Yohan, traitant les prêtres de couples de porcs se battant pour de la nourriture. Stigar lance un regard furieux, sa patience s'épuisant. L'expression de Lodewijk se durcit de fureur. Le démon se moque. À quoi bon un humain comparé à nous? Yohan ne peut que murmurer le nom d'Anna, s'agrippant à la robe de Stigar. Le démon rit de manière maniaque, sa voix grinçante et cruelle. Le visage de Lodewijk se tord dans un masque de rage. « Misérable démon !» crie-t-il, brandissant un chapelet sombre. La jeune fille possédée crie d'agonie, alors que l'objet sacré s'approche d'elle. Il presse sa main contre son visage, une énergie rouge s'écoulant de lui. Lodewijk s'effondre, se tenant la tête de douleur. Il recule, hurlant à propos de la souillure qu'il a touchée. Le démon rit, se moquant de l'expression douloureuse de Lodewijk. Une petite main pâle sort du lit. Yohan s'approche, essayant de réconforter la jeune fille, qui se débat. Il la supplie, sa voix remplie de larmes. Il n'aime pas ça. Pendant un instant, les yeux rouges du démon s'adoucissent, une lueur de l'humanité d'Anna revenant. Un seul plaidoyer désespéré s'échappe de ses lèvres. « Yohan, aide-moi. » Elle pleure, expliquant que ce n'est pas elle qui dit ces choses, mais la vraie Anna qui supplie de l'aide. Son corps bouge de lui-même, tendant la main vers lui alors qu'elle supplie d'être sauvée. Les prêtres regardent, leur visage rempli de chagrin alors qu'elle murmure qu'elle va mourir. « Assez !» hurle Lodewijk, le visage déformé par la rage. Les yeux d'Anna s'écarquillent de choc et de terreur. Il l'attrape à la gorge, sa poigne de fer. « Sois maudit, Satan !» crie-t-il. « Je vais déraciner ton âme même. » Il resserre sa prise, déterminé à détruire le démon, quel qu'en soit le coup. Yohan crie d'horreur. « Anna !»
Les derniers mots de la vraie Anna sont un appel désespéré au salut. Stigar en a assez vu, se précipitant pour intervenir. « J'ai dit assez, salaud !» crie-t-il, assénant un coup de poing solide à Lodewijk. Le coup envoie Lodewijk voler à travers la pièce. Stigar lui rappelle furieusement qu'il fait du mal à une petite fille. Il interdit la poursuite de l'exorcisme, menaçant de dénoncer Lodewijk à ses supérieurs. Lodewijk se relève, un lent sourire diabolique se dessinant sur son visage. « Tu montres enfin ton vrai visage. » L'Anna possédée se lève derrière Stigar, le traitant de « enfant de Satan ». Elle caquette, se moquant de lui pour avoir osé l'exorciser, tout en cachant ses propres désirs. La pièce éclate en chaos alors que les deux prêtres sont projetés en arrière. Lodewijk ordonne à tout le monde de sortir, déclarant que soit lui, soit la fille mourra cette nuit. Le démon se jette en avant, mais Lodewijk est prêt. Il sort une fiole d'eau bénite. Il éclabousse l'eau, qui brille d'une lumière bleue éclatante. L'eau bénite frappe Anna, la faisant crier d'agonie. Il atterrit sur le lit, l'immobilisant alors que de la vapeur s'élève de son corps. Son visage est un masque de pur tourment, sa peau cloquant sous l'effet de l'eau bénite. Il presse une croix sur son front, narguant le démon à l'intérieur. Il déchaîne un torrent d'énergie sombre, déterminé à chasser le démon dans l'abîme. Il commence à réciter le credo des apôtres, sa voix remplie de fureur vertueuse. « Va-t'en, démon !» ordonne-t-il, appuyant de toutes ses forces. Johann regarde, des larmes coulant sur son visage alors qu'il le supplie d'arrêter. « Arrêtez !» crie-t-il, sa voix remplie d'angoisse. Les fenêtres derrière lui volent en un million d'éclats. Les bougies sont soufflées, leurs flammes éteintes en un instant. Les bougies brisées se rallument d'une flamme dorée et furieuse. Le feu tourbillonne et grandit, engloutissant la pièce dans un enfer sacré. Johann se tient au centre des flammes, hurlant « Assez, démon !» Une vague d'énergie pure et divine jaillit du garçon, projetant Lodewijk en arrière. Lodewijk regarde, incrédule, son visage un masque de choc. Une seule perle de sueur coule sur son visage, alors qu'il ressent l'immense pouvoir. « Cette aura, je n'arrive pas à le croire !» crie-t-il, réalisant que c'est le pouvoir du Seigneur. Il ne peut pas comprendre comment un simple enfant pourrait posséder une aura si puissante. Johann berce doucement Anna, sa propre énergie divine s'écoulant en elle. Lodewijk observe, toute sa vie de foi s'effondrant sous ses yeux. Il serre son chapelet, des larmes de désespoir coulant sur son visage. « Le Seigneur ne m'abandonnerait jamais !» Il fracasse sa croix sur le sol dans un accès de rage. Il se convainc que tout ceci n'est qu'une illusion créée par Satan. « Comment oses-tu te moquer de moi, Satan ?» rugit-il, son esprit complètement brisé. Il charge en avant, criant d'avoir été conduit en tentation. Stigar lui crie d'arrêter, mais il est trop tard. Lodewijk abat la lourde croix en bois vers le garçon. « Va-t'en !» dit Johann, sa voix calme et puissante. Lodewijk est figé sur place, incapable de bouger contre le pouvoir du garçon. Soudain, des bras monstrueux et sombres jaillissent de son dos. Les prêtres ne peuvent que regarder avec horreur ce nouveau développement. Johann tend la main, qui brille d'une lumière bleue éclatante. Les créatures sombres crient, alors que la lumière les inonde. Elles sont consumées par l'énergie sacrée, se désintégrant en rien. Les créatures explosent dans un éclair de lumière aveuglante. La pièce est remplie de braises flottantes, alors que les conséquences se calment. Les deux prêtres lèvent les yeux au plafond, regardant les dernières braises s'éteindre. Lodewijk lève les yeux, son visage un masque de désespoir et de défaite absolue. Un objet noir semblable à une griffe sort de sa bouche. Une créature grotesque, semblable à un insecte, se fraie un chemin hors de sa gorge. Les prêtres sont sans voix, témoins de la véritable horreur. La créature émerge complètement, une masse tourbillonnante d'obscurité et de malveillance. Elle se solidifie en un démon monstrueux et ailé, laissant derrière elle le corps de Lodewijk. Le démon nargue Johann, impressionné que le garçon l'ait trouvé. Stigar réalise que le démon n'était pas en Anna, il possédait Lodewijk depuis le début. Johann tient Anna, maintenant paisible, expliquant que le démon en Lodewijk était bien plus maléfique. C'était un démon né de la cupidité et de l'égoïsme, maintenant gisant vaincu sur le sol. Le démon loue le pouvoir de Johann, puis propose de lui révéler un secret. Il fait miroiter un secret sur la mère de Johann, essayant de le tenter. Stigar avertit Johann de ne pas écouter, voyant la nouvelle tactique du démon. Le démon insiste sur le fait qu'il ne dit que la vérité sur la raison pour laquelle il n'a pas de parents. Il crache des mensonges haineux sur la naissance de Johann, essayant d'empoisonner son esprit. Les paroles du démon sont un torrent de cruauté pure et sans mélange. Le démon dans le corps de Lodewijk lui dit de renier Dieu et d'embrasser le ressentiment. Il caquette, lui disant de maudire le monde comme il l'a fait. Une vague massive d'énergie bleue jaillit de Johann. « Et alors ?» dit-il, sa voix tremblante mais défiante. Stigar ne peut que regarder avec admiration la puissance de Johann déferler. « Et alors ?» crie Johann, libérant toute sa puissance.
Des rayons d'énergie pure jaillissent de son corps. Les rayons frappent le démon, qui se cachait au plafond. Le démon est pris dans le torrent de lumière sainte, hurlant d'agonie. Yohan reste ferme, son petit corps inconduit pour une puissance immense. L'énergie tourbillonne autour du démon, le déchirant. Le démon est complètement submergé par la fureur vertueuse du garçon. L'expression de Yohan est d'une sombre détermination, une seule larme sur sa joue. Il fait un seul pas puissant en avant. Le démon est projeté en arrière, suppliant pour sa vie. Il implore la pitié, s'excusant pour ses paroles. Un filet de sang coule du nez de Yohan, le pouvoir faisant des ravages. Il a l'air confus, la montée de puissance le laissant hébété. Son corps vacille, l'aura bleue scintillant alors qu'il commence à s'effondrer. Stigar crie son nom, voyant l'énergie du garçon s'estomper. Yohan tombe à genoux, sa puissance presque épuisée. Les yeux d'Anna s'entr'ouvrent, sa voix un faible murmure. Le démon rit, réalisant qu'il s'en est fallu de peu. Il se vante de ne pas mourir face à un enfant qui ne peut même pas contrôler son propre pouvoir. Il promet de revenir, né de la haine sans fin de l'humanité. Le démon nargue que tant que les humains haïront, son espèce ne mourra jamais vraiment. Il disparaît par la fenêtre brisée, son rire résonnant dans la pièce. La lumière de la fenêtre semble suivre la sortie du démon. Yohan baisse les yeux, une seule goutte de sang frappant le sol. Les deux prêtres regardent en silence stupéfaits les conséquences. Une seule larme roule sur la joue d'Anna alors qu'elle regarde Yohan. Yohan lève les yeux du sol, demandant si c'est enfin fini. Lodewijk fixe, son visage un masque d'envie et de rage. Cette aura aurait dû être la mienne. Les yeux de Stigar s'écarquillent d'alarme. Yohan se retourne juste à temps pour voir la menace. « La mienne! Meurs !» crie Lodewijk, se jetant sur le garçon avec la croix brisée. Yohan lève les bras pour se défendre. Une éclaboussure de rouge écœurante recouvre l'écran. Du sang goutte sur le sol froid et dur. Les yeux de Yohan sont écarquillés de choc et d'horreur. La croix est plantée non pas en lui, mais en Anna, qui s'est jetée devant lui. Elle le regarde, sa voix un doux murmure. Yohan. Un faible sourire aimant est sur son visage alors qu'elle dit « Je t'aime ». Ces derniers mots sont une promesse. Je serai toujours à tes côtés. La vie s'éteint dans ses yeux, un seul pétale flottant au passage. Elle s'effondre sur le sol, partie. Les prêtres ne peuvent que crier son nom d'angoisse. Yohan est figé, son esprit incapable de traiter ce qui vient de se passer. Son chagrin finit par percer, et il pousse un cri déchirant. La pièce est une scène de tragédie absolue, le corps d'Anna au centre de tout. De retour dans le présent, la croix inversée se détache sur un coucher de soleil sombre. Yohan dit à Théophilus que s'il l'avait protégée, Anna aurait vécu. Théophilus rétorque que s'ils n'avaient pas appelé Lodewijk, ou s'ils avaient remarqué la solitude d'Anna, elle aurait vécu. Yohan se retourne, un triste sourire sur son visage. « Vous avez tous tué Anna. » Non. Théophilus lève les yeux, choqué par ces paroles. Yohan explique que ce n'est pas ce qu'Anna aurait voulu. Il regarde la statue en pleurs, disant qu'elle n'en voulait à personne et les aimait tous. Il tient sa Bible, déclarant qu'il ne se torturera pas avec la culpabilité. Il dit à Théophilus d'arrêter aussi, et de ne pas laisser le démon de la culpabilité prendre le dessus. Yohan cite l'Écriture. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Théophilus sourit, voyant la sagesse dans les paroles du jeune prêtre. Yohan sourit, disant qu'il vit avec quelqu'un qui a aussi des principes assez forts. Son expression se durcit alors qu'il revient aux affaires. Une puissante aura bleue commence à tourbillonner autour de lui. « Je vais maintenant commencer l'exorcisme », déclare-t-il, ses yeux brillants d'une lumière sainte.